question. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, j'appelle maintenant le point 1001. Si vous permettez, Madame la mairesse, nous allons commencer par adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de ce jour, 22 novembre à 19 heures. Madame la mairesse, je propose. Madame la Super. mairesse, j'appuie. Excellent. Donc, c'est proposé par M. Sarré, appuyé par M. Thermidor. On va passer au 10.02. Alors, donc, c'est le mot de la mairesse et des élus. Donc, chères citoyennes et citoyens, voilà, de Montréal-Nord, ce soir, c'est le premier conseil d'un tout nouveau mandat que nous amorçons avec le grand bonheur et l'immense privilège de servir notre population, la population de Montréal-Nord. Lors de l'élection municipale du 7 novembre dernier, vous nous avez accordé votre confiance. Ensemble, nous travaillons à créer un quartier paisible où il fait bon vivre, se développer, travailler, entreprendre et se divertir. Et aujourd'hui, vous nous faites encore confiance pour poursuivre notre travail avec vous. Merci. J'aimerais maintenant laisser la chance à mes collègues de vous témoigner leur reconnaissance de façon plus personnelle. On va débuter avec Mme Chantal Rossi. Merci, Madame Black. Est-ce que c'est possible de demander d'enlever le PowerPoint le temps des remerciements? Merci. Qu'on puisse regarder, au moins que les citoyens nous voient faire nos remerciements. Alors, écoutez, je tiens effectivement à remercier chaleureusement, vraiment chaleureusement, les citoyens de Montréal-Nord, plus particulièrement les citoyens du district de Ville-Clermont, pour cette marque de confiance que vous me témoignez pour la 4e fois. En fait, j'entame effectivement mon 4e mandat. C'est un mandat que j'entreprends que je reçois avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'honneur, l'honneur de vous servir, l'honneur d'être votre voix au conseil municipal, mais je le reçois aussi avec beaucoup d'humilité. Alors, sachez que je défendrai, je serai la voix des Nord-Montréalais. Ainsi, mes collègues vous diront sûrement la même chose, mais c'est avec honneur qu'on va défendre les enjeux des Nord-Montréalais, nos enjeux à nous, à Montréal-Nord. C'est sûr qu'on va avoir des dossiers, on va avoir des dossiers au niveau plus pan-montréalais, mais on est là on est votre voix au conseil municipal. Il y a des enjeux qui sont importants à Montréal-Nord. Il y a des besoins qui sont importants à Montréal-Nord. On nous a fait de grandes promesses, on nous a dit de grandes choses. Alors, on sera là pour le remémorer, on sera là pour le manifester et soyez assurés que nous allons tout faire pour être à la hauteur du mandat marquant, parce que vous nous avez définitivement donné un mandat marquant. Alors, du mandat marquant que vous nous avez donné. Encore une fois, merci du fond du cœur. Merci de me permettre encore de vous représenter pour les 4 prochaines années. Merci, Mme Rossi. Je vais passer maintenant à M. Jean-Marc Poirier. Alors, je tiens à vous remercier sincèrement de la confiance que vous faites pour le 2e mandat consécutif. Donc, merci à tous les citoyens de Montréal-Nord de nous faire confiance à l'équipe de Mme Black et à tous les élus que nous sommes pour l'accompagner dans ce chemin-là. Donc, encore une fois, merci de votre confiance et espérant de pouvoir vous servir pour ces 4 années à la hauteur de la confiance que vous nous avez faite. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. Je laisse maintenant la parole à M. Philippe Thermidor. Merci, Madame la mairesse. Mes chers collègues, membres du conseil d'arrondissement, chers concitoyens, encore une fois, bonsoir. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi. C'est dans ces mots que, le 18 novembre dernier, je prêtais serment devant la loi, mais surtout devant les citoyens montréalais et les Nord-Montréalais. J'ai vécu beaucoup d'émotions depuis que M. Coder et mes collègues de Montréal-Nord m'ont accueilli parmi eux comme candidat aux élections. Durant toute cette dernière campagne électorale, je savourais mes multiples rencontres avec les citoyens. Le soir du 7 novembre, alors que les résultats se confirmaient sur mon élection, j'ai eu une pensée toute spéciale pour le chemin parcouru pour arriver à ce moment précis, en pensant à ma famille et mes amis. Et ce jour de mon assermentation,
J'ai véritablement saisi l'immense privilège que me conféraient les citoyens de Montréal-Nord, et particulièrement ceux d'Ovid-Clermont, à pouvoir les servir et les représenter durant les 4 prochaines années. Pour cela, je vous remercie chaleureusement pour cette confiance que vous m'avez témoignée. J'accueille cette responsabilité avec humilité et gratitude. Soyez assurés que j'exercerai ces fonctions avec cœur et dévouement. Merci, Madame la mairesse et chers collègues, de m'avoir accueilli parmi vous. Merci aussi à la fonction publique de faciliter l'arrivée d'une jeune recrue au sein de l'arrondissement de Montréal-Nord. Et merci à l'avance de m'appuyer dans l'exercice de mes fonctions pour les prochaines années. Merci. Merci beaucoup, M. Thermidor. Je vais maintenant céder la parole à M. Abdelhak Sari. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Permettez-moi moi aussi également d'adresser un mot de remerciement à l'ensemble des citoyens et citoyennes qui nous ont donné leur confiance lors du vote du 6 et 7 novembre dernier. C'était un mandat clair, comme a dit notre collègue, Madame Rossi, et un mandat où on va porter votre voix, que ce soit ici au conseil d'arrondissement, que ce soit au conseil de ville, soyez sûrs et certaines aussi, qu'on va la porter avec vraiment, je dirais, l'engagement qu'il faut. Et bien évidemment, ce que vous avez aussi partagé lors de nos porte-à-porte, lors de nos rencontres dans les événements. C'est très important qu'on est là pour l'ensemble des Nord-Montréalais, Nord-Montréalaises et pour l'ensemble des Montréalais, Montréalaises. On est là, bien évidemment, dans une administration forte à Montréal-Nord et une opposition qui est sérieuse et bien évidemment très compétente au sein de l'Hôtel de Ville. Voilà, encore une fois, merci et permettez-moi de dédier cette réussite personnelle à mes 2 parents que j'ai perdus lors du dernier mandat et j'ai toujours en tête le mot de ma mère qui me disait tout le temps, soyez à la hauteur. Vous êtes là pour l'ensemble du peuple et ça c'est très important. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Je vais terminer en fait en mentionnant que les quelques mots qu'on vient de mentionner avec mes collègues, sensiblement les mêmes mots, c'est-à-dire que c'est un mandat très clair qui nous a été donné le 7 novembre dernier. On s'en sent très honoré de pouvoir vous représenter. C'est toujours un privilège de pouvoir le faire et de le faire, comme M. Thermidor le disait, dans les règles de l'art, faire en sorte de porter votre voix, peu importe les tribunes, et faire en sorte qu'on défende les intérêts des Nord-Montréalais. On le sait, il y a beaucoup à faire. Vous avez été nombreux à nous mentionner tout ce qui restait à faire. On est très fiers de ce qui a été fait déjà dans le passé, mais on sait fort bien que la tâche est encore très grande et qu'on doit encore accomplir beaucoup de choses. Et soyez assurés que toute l'équipe est très en forme, très énergique, justement, en ce début de mandat pour faire en sorte qu'on puisse s'assurer que les 4 prochaines années soient fructueuses en termes de projets, en termes de réalisation et d'action qu'on va pouvoir mener sur le terrain. Et sachez qu'à l'Hôtel de Ville de Montréal, au conseil municipal, nous aurons une voix forte via la présence de Mme Rossi, de M. Sari, également de moi-même, pour faire en sorte de faire valoir les intérêts des Nord-Montréalais. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, entre autres dans le cadre du budget qui nous attend dans les prochaines semaines, les prochains jours. On aura certainement des mots à mentionner pour faire en sorte qu'on puisse avoir notre juste part pour faire en sorte d'aider la situation de Montréal-Nord et faire en sorte qu'on puisse arriver à réaliser tous nos projets qu'on a parce qu'on en a plusieurs. Alors, sur ces notes, je vais laisser la parole à M. Aplogan qui va nous expliquer le déroulement en fait de la soirée. C'est une soirée un peu particulière ce soir. Donc, M. Aplogan, je vous laisse la parole. Merci, Madame la mairesse. La séance de ce soir est spéciale en ce sens que nous tenons à l'intérieur de notre séance ordinaire une séance extraordinaire à 19h30 pour présenter, approuver et transmettre le budget et le plan décennal d'investissement pour l'exercice 2022. Pour permettre aux citoyennes et citoyens de disposer d'un délai suffisant pour transmettre leurs questions relatives spécifiquement au budget et au plan décennal d'investissement, nous allons procéder, après la présentation du budget et du plan décennal d'investissement, à une suspension d'une durée d'environ 30 minutes. Le public sera donc invité, pendant cette période, à transmettre leurs questions via le formulaire disponible sur le site Internet de la ville, www.montreal.ca/montréal-nord. Pour s'y rendre, il faudrait défiler la page jusqu'à Conseil d'arrondissement, cliquer en ce moment sur la séance du lundi 22 novembre, puis trouver le formulaire, remplir, le compléter et nous l'envoyer. Par ailleurs, j'indiquerai au moment venu l'heure exacte de la reprise de nos travaux de cette séance extraordinaire. Une fois le délai de 30 minutes atteint,
Nous allons reprendre et poursuivre la séance extraordinaire, évidemment par la période des questions qui nous aura été transmise, suivie de l'adoption du budget et du plan décennal d'investissement. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Aplogan. Donc, ce sera une soirée avec quelques allers-retours, mais notre objectif, comme M. Aplogan le mentionnait, c'est entre autres de s'assurer que les citoyens puissent poser des questions sur le budget. On le sait, on est toujours en virtuel, donc on essaie de trouver des mécanismes finalement pour faire en sorte que vous ayez l'espace pour pouvoir nous poser les questions, comme je le dis, et que qu'il y ait le temps suffisant pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu cette période de pause et d'aller-retour. Donc, on va poursuivre avec le mot de la mairesse et des élus. Alors, tout d'abord, nous souhaitons rendre hommage ce soir à Mme Lise Lefebvre-Larosée, une femme de cœur aimée de tous, qui est décédée à l'âge de 79 ans à l'hôpital Fleury le 8 novembre dernier. Son engagement nord-montréalais pardon, a débuté dans les années 80 lorsqu'elle était attachée politique de Mme Louise Robic, députée et ministre provinciale du comté de Bourassa. Son implication politique s'est ensuite poursuivie avec 16 ans de service au bureau de l'honorable Denis Coderre, qui a été député et ministre dans le comté fédéral de Bourassa. Lise s'est également impliquée au sein des clubs optimistes et Richelieu, bénévole chevronnée auprès des élus de tous les paliers gouvernementaux à Montréal-Nord. Elle a aussi donné de son temps à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac dès ses débuts il y a déjà 25 ans. Pendant la pandémie, Mme Larosée a coordonné les bénévoles qui téléphonaient aux aînés pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité et à elle seule, elle a fait pas loin de 1000 appels. Lise, ton absence sera palpable et tu resteras à jamais dans nos cœurs. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on a appris ton départ et puis on ne t'oubliera pas, ça c'est sûr. Donc, je vais maintenant demander à M. Sari de nous partager également un hommage post-mortem à M. Ismaël Arakat. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Oui, à l'âge de 52 ans, mon ami et mon frère Ismaël Harakat est décédé. Il est décédé le mardi, le 9 novembre, également à l'hôpital Fleury. Monsieur Ismaël Harakat est un Nord-Montréalais depuis son arrivée ici au Québec. Il était un excellent journaliste et il possédait aussi une plume à la fois de la langue française, la langue arabe et la langue espagnole hors pair. Ismaël a notamment fondé plusieurs magazines. Il était journaliste au Maroc, au journal L'Opinion, et dans d'autres pays à travers le monde, il était un reporter. Il a fondé le magazine Francomania, journal MRE, qui était destiné ici à Montréal à la vie de la communauté marocaine au Canada. En 2017, Ismaël avait été décoré de la médaille d'officier de l'Ordre Lafayette, une distinction prestigieuse attribuée conjointement par les gouvernements canadiens et américains afin de perpétuer les valeurs d'amitié, les valeurs de paix entre les peuples dans le cadre de la francophonie américaine. Nous avions eu le plaisir de l'accueillir même ici au Conseil à cette époque afin de souligner cet honneur. Nous souhaitons offrir nos sincères condoléances à sa femme Mounia et à l'ensemble de la famille ici au Québec et au Maroc. Permettez-moi de partager avec vous 3 dernières citations de M. Harakat. Il disait « Quand on abuse du NIF, celui-ci se transforme en nez de Pinocchio, clin d'œil acquis de droit. Celui qui possède un bien, on ignore la valeur, à commencer par la santé. Perdez la santé, vous réalisez d'emblée que la fortune de Crésus s'apparente à de la monnaie de singe. L'œuvre de la grande faucheuse me permet de réaliser à quel point tout est relatif ici-bas. Paix aux disparus. Paix à toi, cher Harakat. » Merci beaucoup, M. Sari. C'est toujours des départs comme celle-là, celui-là particulièrement très précipité, qui nous affectent profondément. Quand on perd des citoyens, on s'attache beaucoup à eux hein, dans les événements. Donc, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion, entre autres, de souligner le départ de M. Arakat lors d'un événement vendredi dernier au Centre Amour. Et puis, c'est avec beaucoup d'émotion que les gens ont pu témoigner en fait de leur amour à Ismaël. Alors, un peu comme je l'ai dit pour Lise, on ne t'oubliera pas, Ismaël. Et puis, on souhaite bien entendu nos sincères condoléances aux 2 familles qui en sont éprouvées actuellement. Monsieur Sari, vous pouvez continuer avec le sujet de l'heure. Le froid arrive à nos Oui, un portes. sujet plus froid, plus, je dirais, plus gelé. L'hiver est à nos portes et nous sommes enfin prêts à y faire face avec nos
équipes de déneigement et d'entretien des rues et des trottoirs. À la fin du mois, nous allons distribuer un dépliant qui rappelle les consignes à chaque porte de l'arrondissement afin de faciliter les opérations de déneigement. Voici en résumé ce qu'il contient, ce dépliant. Pelletez la neige sur votre terrain et non dans la rue ou sur le trottoir, et sinon ça va ralentir bien évidemment les opérations de déneigement. Stationnez votre voiture le plus droit possible à 30 cm du trottoir pour laisser la place aux souffleuses et aux chenillettes. Éloignez vos bacs et vos abris temporaires à 30 cm du trottoir pour laisser place aux chenillettes, encore une fois, et aux souffleuses. Plantez une tige avec réflecteur près d'un aménagement permanent, comme un muret de béton ou un escalier, afin de les rendre bien visibles des déneigeurs. Merci. Merci beaucoup, M. Sarry. J'inviterai maintenant Mme Rossi à prendre la parole pour les 2 prochains points. Madame Mme Rossi, Rossi, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Excusez-moi. Alors, je vais commencer avec le prix Jalon. C'est un prix qui a été attribué aux élèves de l'école Calixa-Lavallée. Si vous êtes passé par l'avenue Pelletier, en face de l'école Calixa-Lavallée, vous avez sûrement remarqué un passage qui était très coloré, très visible, vraiment de toute beauté, qui a été peint par les élèves. Alors, tout ça est dans le cadre du projet J'identifie, j'agis dans ma communauté. Comme je le disais, ça a été réalisé par les élèves de l'école Calixa-Lavallée et ils ont reçu la mention Jalon 2021 dans la catégorie mobilité à échelle humaine. Je dois préciser que pour avoir eu une présentation du projet des élèves au comité de mobilité, ceux qui siègent au comité de mobilité s'en souviendront, à quel point les élèves avaient été impliqués et ils ont fait une démarche exploratoire. Ça n'a pas été fait là, à la va-vite, comme on dit. Ça a été quelque chose de bien travaillé, bien pensé. Alors, qu'ils reçoivent cette reconnaissance-là, c'est vraiment une fierté pour nous, une fierté pour la communauté nord-montréalaise. Et je souhaite vraiment les féliciter pour cette belle reconnaissance. Alors, je leur dis bravo à tous. Et je veux également parler de médiation culturelle. Alors, encore une fierté, un de nos concitoyens, notre Jonas Kouassi national, qu'on connaît à peu près tous et toutes, notre octogénaire, vient de lancer son roman « Une longue amitié » avec l'appui de l'équipe de la médiation culturelle de notre arrondissement. Ce professeur originaire de la Côte d'Ivoire a immigré chez nous en 2008 après 50 ans de correspondance avec une résidente de Montréal-Nord devenue son épouse, celle qu'on connaît tous et toutes aussi, Lise Morancy. Une fois son autobiographie écrite, nous avons pu l'accompagner dans les diverses étapes vers l'auto-édition de son livre. M. Kouassi a reçu une belle collaboration de nombreux citoyens et partenaires de l'arrondissement. La médiation culturelle crée des liens entre les gens et ce projet est un magnifique exemple. Alors, vraiment, bravo, Jonas. On est fiers, vraiment fiers. Et pour quelqu'un qui croit en la médiation culturelle autant que j'y crois, ben, un accomplissement comme celui-là est vraiment le témoin de ce que peut apporter la médiation culturelle. Alors, félicitations et bravo à ce fameux livre que j'ai en ma possession et que je vais me faire l'honneur de lire aussitôt que j'ai un petit loup. Bravo. Merci beaucoup, Mme Rossi. Effectivement, je tiens personnellement également à féliciter Jonas pour l'excellent travail et quelle histoire passionnante que cette histoire entre Jonas et Lise, une longue histoire d'amour et d'amitié au fil du temps. Et en fait, c'était ce qui me semble, en fait, ce que Jonas semble m'avoir dit, si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait aussi une deuxième étape, un deuxième livre qui allait arriver bientôt avec la suite. Donc, je pense que ce n'est qu'un début. J'ai également ma copie, donc j'ai bien hâte de pouvoir en prendre connaissance et pouvoir lire en profondeur, en fait, toute cette histoire qui a été vécue par ces deux personnes fantastiques.
Alors, il est 19h25. On a prévu en fait une pause à 19h30 pour débuter le conseil extraordinaire pour le budget. Donc, à ce moment-ci, je ne commencerai pas la période de questions du public tout de suite parce que tant qu'à commencer, là, on va attendre tout simplement. Donc, je vais suspendre en fait la séance pour les 5 prochaines minutes et on se revoit en fait à 19h30, donc dans 4 minutes, pour débuter la séance extraordinaire parce qu'elle a été en fait, envoyer la convocation pour 19h30. Donc, je me dois d'attendre ce moment-là pour débuter. Alors, on se revoit dans 3-4 minutes. À tantôt. Alors, je vais demander à mes collègues d'ouvrir leur caméra pour qu'on redémarre. En fait, là, j'ai suspendu le CA ordinaire. Donc, maintenant, on va ouvrir la séance du CA extraordinaire du budget qui était prévu à 19h30. Donc, Monsieur le greffier, je vais appeler le 10-01. Si vous permettez, Madame la mairesse, nous allons commencer par déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire de ce jour, 22 novembre 2021 à 19h30. Super. Donc, ça vous prend un proposeur puis un adopteur? Quelqu'un Oui, pour proposer? s'il vous plaît. Parfait. Je propose.
J'appuie. Donc, Mme Rossi propose, M. Thermidor appuie. Alors, donc, le mot de la mairesse et des élus, donc le 10-02. Alors, juste un petit instant. Mot de la mairesse. Voilà. Alors, donc, c'est avec fierté que nous vous présentons ce soir le budget pour l'année 2022. D'abord, je voudrais remercier mes collègues élus pour leur précieuse et essentielle collaboration à élaborer ce budget. Ensemble, en équipe, nous avons pu en dégager les grandes orientations qui marquent le point de départ d'un nouveau mandat. Je souhaite également profiter de l'occasion pour remercier les employés de l'arrondissement qui ont confectionné ces budgets, soit le budget de fonctionnement 2022, celui du plan décennal d'immobilisation PDI 2022-2031, et ce, en tenant compte de nos orientations et des enjeux financiers auxquels nous devons faire face. Je me dois de remercier aussi tous les employés de notre arrondissement, des cols bleus aux professionnels en passant par les cols blancs qui, chaque jour, concrétisent ce budget en une prestation de service de qualité au bénéfice des Nord-Montréalais. Ce budget a été conçu avec la volonté sincère de respecter la capacité de payer de nos contribuables tout en s'assurant de maintenir l'offre de services aux citoyens et je dirais même en usant de notre créativité pour l'améliorer. Ainsi, nous avons conservé le taux de taxation locale du budget 2021 afin de garantir une augmentation minimale des charges fiscales sur le compte de taxes. L'augmentation de la charge fiscale moyenne des propriétaires d'immeubles résidentiels et non résidentiels est estimée à moins de 2 soit inférieure au taux d'inflation qui devrait se situer autour de 2,5 Par exemple, cela se traduit par une augmentation moyenne de 12 des taxes locales, soit des décisions provenant du conseil d'arrondissement pour une résidence unifamiliale. En somme, le budget s'élève à 45,2 millions, voilà, en hausse de 3 par rapport à l'an dernier. Sa préparation a représenté un véritable défi pour nos équipes. Malgré les transferts centraux insuffisants d'année en année, diminuant de fois en fois son poids relatif par rapport à notre budget total, nous avons réussi le tour de force de reprendre les services d'avant la pandémie et même d'en offrir encore davantage. Néanmoins, pour ce faire, nous avons dû puiser un montant substantiel dans notre bas de laine, c'est-à-dire dans nos surplus. Tous les experts en finance conviennent que ce n'est sûrement pas le bon chemin à prendre pour une saine gestion des deniers publics sans un fort risque d'y rencontrer un mur. Nous y reviendrons plus tard. Lorsque je mentionnais plus de services à budgéter cette année, je faisais référence à toutes les activités maintenant offertes au pavillon du parc Henri Bourassa et bientôt à la maison Brignon-Dillapierre, qui rouvrira ses portes prochainement et vous fera découvrir ses jardins anciens. Pensons aussi à l'augmentation des heures de piscine ou à l'intensification de nos actions en matière d'apaisement de circulation. Vous avez été nombreux à nous dire au cours des derniers mois de prendre des mesures pour assurer davantage la sécurité des piétons, des enfants, des aînés et de forcer la réduction de la vitesse sur certaines rues pour assurer la quiétude de nos quartiers. Ce budget s'organise donc principalement autour de 5 priorités: l'accélération des mesures d'apaisement de la circulation, l'élaboration du plan collectif pour les aînés, le déploiement du plan collectif en habitation, la finalisation du plan directeur des parcs et la mise en place d'un plan directeur et de revitalisation des zones d'emploi. Pour ce qui est du programme décennal d'immobilisation 2022-2031, nous avons prévu des investissements de 48,5 millions sur 10 ans afin de mettre en œuvre des projets porteurs pour Montréal-Nord. En 2022, nous avons prévu des investissements de l'ordre de 7,1 millions. Nous prévoyons des investissements importants dans les parcs, les aires de jeu, les places publiques et dans l'entretien de nos bâtiments municipaux. Nous prévoyons aussi la planification et l'aménagement de nos quartiers d'une façon toujours plus humaine, conviviale et sécuritaire. Car oui, je le répète, la sécurité et l'apaisement de la circulation seront parmi nos grandes priorités pour les prochaines années. Nous lancerons bientôt notre plan d'action collectif en matière d'habitation, car le logement de qualité surtout, c'est l'une des grandes priorités de notre administration et particulièrement dans le contexte de la hausse des loyers et de la flambée des prix de l'immobilier. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser aller le marché au détriment des moins nantis. C'est une grande fierté pour nous d'être le premier arrondissement de la Ville de Montréal à se doter d'un plan collectif, un plan d'action collectif en habitation. Tout un accomplissement qui témoigne une fois de plus de l'engagement des équipes de l'arrondissement et des partenaires à travailler ensemble de manière constructive et cohérente. De la même façon, et nous l'avons vu pendant la pandémie, nous reconnaissons l'importance cruciale des espaces verts dans la qualité de vie des citoyens. Montréal-Nord, je le répète, est l'arrondissement le moins bien doté en matière de parcs et d'espaces verts de toute la agglomération de Montréal. Avec notre plan directeur des parcs et espaces verts, nous continuerons d'améliorer, de verdir et d'embellir notre territoire par la plantation d'arbres, l'amélioration des aires de jeu, l'aménagement de lieux de rencontre et de vivre ensemble, la rénovation des chalets de parc et la mise en place des mesures de développement durable efficaces.
À Montréal-Nord, pour plusieurs familles, le parc, terrain de jeu et espace public sont souvent ce qui fait office de leur cour arrière. Il est évident que de tels équipements et espaces contribuent à un milieu de vie de qualité et incitent à de saines habitudes de vie. Nous avons le devoir comme société d'offrir ce type d'équipement collectif à nos familles, nos jeunes et nos aînés afin de leur permettre un plein épanouissement. Des efforts exceptionnels ont été consacrés par notre administration pour tenter de rattraper le temps perdu. Plusieurs projets d'immobilisation ont vu le jour au cours du dernier mandat. Néanmoins, les budgets d'immobilisation en arrondissement de l'ordre de 6 à 7 millions annuellement sont nettement insuffisants pour rattraper les déficits d'investissement dans les parcs et espaces verts, les installations sportives et culturelles, entre autres. Il est évident que la Ville-Centre doit faire partie de la solution. Dans le cadre de la démarche du budget participatif, vous avez été nombreux à voter en faveur de l'aménagement d'une mini-forêt urbaine. Tout comme vous, nous sommes très enthousiastes de voir ce projet se réaliser et nous attendons sa réalisation avec impatience à l'angle sud-est des boulevards Pineuf et Henri Bourassa. Des logements et un bel environnement vont aussi de pair avec une vie économique dynamique. Nous travaillons présentement à l'élaboration d'un plan directeur des zones d'emploi qui jettera les bases d'une relance économique forte. Nous croyons que l'avenir économique de l'Est de Montréal est vraiment favorable et plus particulièrement pour Montréal-Nord, sur lequel soufflera un vent nouveau avec l'arrivée de nouvelles infrastructures de transport comme le SRB, P9 et le REM de l'Est. Ces dernières années, nous avons énormément travaillé pour la jeunesse avec notre plan collectif Priorité Jeunesse. Nous continuerons, bien entendu, dans cette veine, c'est certain, mais nous travaillerons aussi pour les personnes aînées avec l'élaboration de notre plan collectif d'action pour les aînés. Comme nous l'avons fait pour les jeunes, nous souhaitons leur donner une voix afin de toujours mieux répondre à leurs besoins avec un conseil des aînés. Nous allons aussi continuer de travailler à rendre l'administration municipale plus performante et inclusive. Déjà, nous avons entamé un processus de réforme de la gestion des ressources humaines en nous guidant sur des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion. À ce moment-ci, je demanderai à Mme Martine Cardin, chef de division des ressources financières et matérielles, de nous faire une présentation du budget de fonctionnement et du plan décennal d'immobilisation 2022-2031. Je vous reviendrai par la suite pour la conclusion de la présentation. Entre-temps, vous aurez l'occasion de nous transmettre vos questions sur le budget par l'entremise d'un lien qui va être publicisé de toute façon sur les PowerPoint. En fait, c'est le même formulaire qu'à l'habitude quand vous envoyez vos questions pour l'arrondissement. Voilà, donc on le voit, donc c'est montréal.ca/montréal-nord. Donc, dans la séance du conseil du 22 novembre, vous avez un endroit qui s'est écrit le formulaire. Et dans le fond, vous avez tout simplement à aller à cet endroit pour transmettre vos questions, qui sont vraiment des questions en parallèle de celles du conseil d'arrondissement régulier auquel on va revenir par la suite. Alors, Madame Cardin, je vous laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, il me fait plaisir de vous présenter les deux budgets. Comme à l'habitude, l'arrondissement de Montréal-Nord est ambitieux et travaille à offrir à ses citoyens un milieu de vie qu'ils méritent en tant que Montréalais. Donc, je vais voir avec vous les grandes orientations sur lesquelles les budgets sont basés. Donc, en premier, c'est vraiment de respecter la capacité de payer des contribuables. Ensuite de ça est venue la volonté de conserver le taux de taxation locale inchangé, comme Mme la mairesse l'a précisé, et également d'actualiser les dépenses qui sont liées aux opérations pour la reprise des activités régulières post-COVID 2019. Donc, ça veut dire remettre les horaires des bibliothèques, les expositions et tous les services qui étaient offerts à la population avant la pandémie. Ensuite de ça, pour ce qui est parmi les grandes priorités sur lesquelles les budgets sont basés, on retrouve principalement l'accélération des mesures d'apaisement de la circulation. On va les retrouver tantôt dans le programme décennal d'immobilisation. Il y a également l'élaboration du plan collectif d'action pour les aînés sur lesquels on veut mettre l'accent exactement. Il y a aussi le déploiement du plan collectif en habitation et du plan de développement culturel. Il y a également la finalisation du plan directeur des parcs, dont Mme la mairesse vient de parler également. Il y a aussi les poursuites des plans d'action collectifs pour la priorité jeunesse et le développement économique. Il y a une nouvelle offre de services au pavillon du parc Henri Bourassa, à la maison Brignon-du-Lapierre et aussi les heures de piscine qui sont étendues à la piscine Henri Bourassa. Finalement, il y a la sensibilisation au recyclage, à la cueillette des résidus alimentaires et à la propreté de nos rues qui se poursuivent. Pour la présentation du budget d'opération, la présentation est faite, en fait, on va avoir en premier la source de revenus pour le budget.
Ensuite, on va voir le budget par direction. On verra ensuite les familles de dépenses, puis finalement l'évolution des effectifs parmi les membres de l'équipe. Pour les sources de revenus, on voit que le budget, bon, évidemment, notre principale source de revenus provient des transferts centraux. Les transferts centraux sont les montants qui sont versés par la Ville-Centre à chacun des arrondissements. Donc, c'est le partage qui est fait à partir de la ville. Ça représente évidemment une grande partie de notre budget, en fait, plus de 70 de notre budget. Cette année, les transferts centraux, vous remarquerez qu'ils ont augmenté de 385 000 par rapport à l'an dernier, soit 1,2 je porte une attention. C'est sûr que les transferts évoluent moins rapidement que nos dépenses. Donc, quand Mme la mairesse tantôt parlait de murs ou de choses comme ça, c'est vraiment ce qui nous préoccupe en ce moment. Donc, en 2021, les arrondissements ont reçu en moyenne 378 par citoyen en transferts centraux. Montréal-Nord, pour sa part, a reçu 356 par citoyen, donc un écart de 22 par citoyen, ce qui représente un peu plus de 1,9 million de dollars, somme avec laquelle on pourrait compenser l'appropriation de revenus ou du moins accomplir d'autres projets. L'augmentation des transferts centraux, comme je l'ai dit, ne parvient pas à couvrir l'augmentation de la masse salariale qui nous est imposée par les conventions collectives. L'arrondissement travaille à sensibiliser la Ville à ce sujet. Les citoyens de Montréal-Nord ont droit au même niveau de service que ceux des autres arrondissements. Donc, pour compenser ce manque à gagner, il nous a fallu maintenir notre taux de taxation locale et approprier plus de surplus que l'an dernier. Nous nous sommes également prévalus du fait que la Ville nous a permis, cette année exceptionnellement, de considérer une partie des revenus de permis qui sont usuellement versés en même temps que le surplus. Donc, c'est le montant que vous voyez qui est le 1 de permis. Au point de vue de la taxation locale, l'augmentation de la charge fiscale moyenne des propriétaires d'immeubles résidentiels et non résidentiels est estimée à moins de 2 Nous avons aussi une source de revenus pour la tarification locale. La tarification locale comprend principalement l'occupation du domaine public, les demandes de dérogation mineure, les travaux effectués par l'arrondissement, par exemple les branchements d'égouts, les locations d'installation, ce sont tous des exemples de tarification locale. On vous rappelle que les amendes des bibliothèques ont été abolies au cours de l'année 2021, donc ne font pas partie de notre budget, évidemment. Évidemment, pour balancer notre budget, nos dépenses doivent correspondre à nos revenus. Donc, ici, on voit le budget par direction. Donc, la plus grande portion de notre budget est affectée aux travaux publics. Je vous rappelle que les travaux publics comportent la voirie, l'aqueduc, le déneigement, les parcs, la collecte des déchets, l'aqueduc et les égouts, la propreté, signalisation et les bâtiments. Ensuite de ça, en second lieu, nous avons la culture, les sports, loisirs et développement social qui représentent 13 millions de notre budget sur un total de 45,2 millions. Excusez, je crois que je ne l'ai pas mentionné tantôt. Donc, on remarque que le budget de 2022 augmente de 1,3 million par rapport à celui de 2021, soit près de 3 On explique cet écart-là par la reprise prévue des activités régulières post-COVID 2019, les augmentations prévues aux conventions collectives de nos employés qui représentent plus de 1 million de dollars, et aussi l'animation, l'entretien, la gestion du nouveau pavillon du parc Henri Bourassa, la maison Brignon-Dillapierre et aussi l'offre élargie pour la piscine Henri Bourassa. Évidemment, pour ce faire, il y a plusieurs coupures qui ont été faites dans les autres dépenses qui sont autres que la rémunération. Ici, on voit la proportion. On voit bien que les travaux publics occupent une grande portion, suivie de la culture, sport, loisirs et développement social. En ce qui concerne les grandes familles de dépenses, comme je l'ai dit, il y a plus d'1 million qui est attribuable à la rémunération qui est imposée par les conventions collectives. Donc, la rémunération occupe la plus grande part de notre budget, évidemment. Ce qu'on a compensé par la diminution des honoraires professionnels, où on voit les honoraires professionnels qui ont diminué de 500 000, c'est principalement dû à la baisse d'une réserve pour imprévu de 150 000 et par la non-reconduction de la réserve COVID qui était à la hauteur de 300 000 La rémunération constitue 76 de notre budget. Oui. L'augmentation de 5,6 s'explique en grande partie par l'application, comme je l'ai dit, des diverses
conventions collectives et des diverses contributions de l'employeur. Il y a certains effectifs qui ont été ajoutés, on va le voir tantôt à l'équipe, pour s'assurer principalement de répondre aux besoins importants de l'arrondissement et s'ajuster à l'évolution des besoins de la population et de nos employés. On verra tantôt pour les demandes de permis, pour le volet équité, diversité et inclusion. Donc, pour l'évolution d'effectifs, l'année dernière, on était à 370,6 années-personnes. En 2022, nous serons 378,4. Les principales différences se situent au niveau des ressources humaines, où on a ajouté une conseillère spécialité profil équité, diversité et inclusion et développement des compétences, et aussi pour venir en support à l'équipe de ressources humaines qui doivent relever des défis importants dans cette période. Et ensuite de ça, aussi au développement, l'aménagement urbain et services aux entreprises. Nous avons des ressources supplémentaires pour pallier à l'augmentation des demandes de permis et réduire le temps de traitement. Maintenant, on va passer au programme décennal d'immobilisation. Le programme décennal d'immobilisation est un programme qui comporte toutes les dépenses d'immobilisation qui sont prévues pour les 10 prochaines années. Donc, là aussi, on a des grandes orientations. Donc, c'est vraiment de confirmer l'engagement de l'arrondissement envers les aînés et la jeunesse, d'augmenter les mesures d'apaisement de la circulation et de pallier, comme Mme la mairesse l'a dit tantôt, au retard d'investissement dans nos installations. Et enfin, d'offrir des espaces publics verts pour lutter contre les changements climatiques et les îlots de chaleur. Les principales priorités pour les 10 prochaines années sont vraiment la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et la réfection routière, ainsi que les bâtiments municipaux où on a des retards. Donc, comme pour le budget de fonctionnement, Montréal-Nord est ambitieux et travaille à offrir à ses citoyens un milieu de vie qu'ils méritent en tant que Montréalais. Comme on l'a dit tantôt, il y a des retards historiques au niveau des investissements pour les bâtiments et les parcs qui nécessitent un rattrapage important. Pour la première priorité, donc la mise en valeur du territoire 2022, les principaux projets sont l'aménagement des espaces verts, donc entre autres sur le boulevard Pie-Neuf pour le parc école Saint-Rémy, la bordure de l'école Galiléo, la bande riveraine de l'îlot Martial. Ensuite de ça, on arrive avec l'acquisition et la planification des parcs et espaces publics, donc un parc à l'intersection de la rue Larain et du boulevard Pie-Neuf, ainsi que la place Charleroi d'Archevêque. Nous avons aussi des projets pour améliorer le mobilier urbain et des travaux de planification d'aménagement du parc Pilon pour une réalisation prévue en 2024. Évidemment, Montréal-Nord a un faible ratio superficie des parcs par 1000 habitants. L'arrondissement travaille à acquérir des terrains pour en faire des parcs de proximité et ou des espaces verts. Je vais juste mentionner que le mobilier urbain, je suis passée rapidement, juste pour vous rappeler qu'il s'agit de tous les mobiliers, donc les bacs, les tables de pique-nique et tout ça, les bancs et tout ce qu'on met à votre service. La deuxième priorité, c'est l'aménagement urbain et la réfection routière. Donc, il y a vraiment cette année une volonté, pas une volonté, mais des actions qui vont intensifier les mesures d'apaisement de la circulation. Donc, il va y avoir, plusieurs mesures sont à l'étude. Donc, ce sont entre autres les dos d'âne, les passages ou des intersections surélevées. On prépare aussi une analyse pour voir l'implantation des vignettes. Il y a les traverses lumineuses, les compteurs et les afficheurs de vitesse, les bollards, les délinéateurs et les silhouettes grandeur nature. Donc, les réfections aussi, on a aussi la préparation de la réfection de la rue Lapierre qui est prévue pour l'an prochain. Donc, les réfections de rue se poursuivent et les mesures d'apaisement de la circulation aussi qui sont prévues. La troisième priorité dont on a parlé sont les bâtiments municipaux où on a quand même un certain retard important. Donc, il est prévu de faire la réfection de la toiture et du système mécanique de l'aréna Roland pour la planification des travaux. Évidemment, les travaux sont prévus plus tard et non pas en 2022, mais au moins toute la planification est prévue en 2022. Il y a l'entrée extérieure aussi de la bibliothèque Henri Bourassa. Il y a les marches extérieures, les colonnes, la réfection de la toiture métallique et de la marquise de la mairie pour justement la mairie.
Je veux juste soulever que la mairie, on doit être prudent pour toutes les rénovations puisqu'on doit se soumettre au maintien du patrimoine pour cet édifice-là. Ensuite, il y a la toiture pour le garage et le remisage et l'aménagement d'espaces de travail pour la direction des travaux publics et aussi pour le chalet de parc Saint-Laurent. Je vous ai dit tantôt, nos bâtiments ont été négligés au fil des années. Il y a plusieurs mises aux normes des toitures, des systèmes de ventilation, alarmes d'incendie qui sont requises pour nos bâtiments. Au point de vue des investissements, si on fait un sommaire de ça, donc pour la mise en valeur du territoire, c'est vraiment là où on met l'accent cette année, ainsi que pour les bâtiments. Donc, on met l'accent sur ces deux items-là, tandis qu'à long terme, si vous voyez sur 10 ans, on met l'accent vraiment sur les parcs, les bâtiments et la réfection routière. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche pour les prochaines années. Les sources de financement local, quant à elles, sont pour les prochaines années, pour 2020, pour les projets à réaliser pour les 10 prochaines années, sont faits dans le cadre du plan stratégique 2016-2025, qui seront financés par les règlements d'emprunt, les surplus affectés et non affectés, les fonds de roulement et le budget de fonctionnement. Je vous rappelle que les règlements d'emprunt sont à la charge des payeurs de taxes nord-montréalais. Les surplus, quant à eux, sont constitués d'excédents budgétaires des années antérieures, tandis que le fonds de roulement et le budget de fonctionnement servent à financer des projets d'immobilisation qui sont peu dispendieux. Le financement se fait pour ces deux-là sur un maximum de 5 ans. Il est renfloué annuellement par le budget d'opération. En 2022, le renflouement sera de 72 100 $. Pour le financement des projets, ce qui est prévu pour les 10 prochaines années, la principale source de revenus, évidemment, c'est le règlement d'emprunt à adopter. La limite pour notre arrondissement est établie à 4 214 000 $ par année. Donc, c'est ce qu'on retrouve à chaque année. Ensuite de ça, on a le surplus et les réserves, qui est notre deuxième source de financement important, qui, je vous le rappelle, est constitué des excédents budgétaires des années antérieures et une petite partie à même le fonds de roulement. C'est certain que pour tous les autres projets, on verra plus tard, on est à la recherche de financement puisqu'on est relativement limité dans le financement de nos projets, le financement local pour nos projets. Ensuite de ça, la répartition des règlements d'emprunt. Donc, le règlement d'emprunt est limité à 4 214 000, comme je vous l'ai dit. Donc, on répartit les règlements d'emprunt selon les besoins des projets qu'on met en cours. Donc, il y a 4 règlements d'emprunt qui doivent être adoptés pour financer en partie les dépenses prévues. Donc, on voit ici que pour 2022, nous avons pour les bâtiments 2 214 000, le programme de développement 1 million, les parcs 100 000 et la réfection routière 900 000. Pour conclure, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est d'adopter en fait un budget équilibré, un budget qui reflète les besoins qui sont exprimés par les citoyens, un budget aussi avec lequel on poursuit notre engagement dans le plan de la priorité jeunesse, un budget où l'on investit dans les parcs, les espaces publics et la lutte au changement climatique en continuant à verdir et planter des arbres, un budget avec une vision à long terme avec les mises à niveau et l'entretien de nos actifs. On investit maintenant pour maintenir nos actifs en bon état. L'investissement d'aujourd'hui est une économie pour le futur. Donc, c'est surtout un budget qui est aligné sur les priorités établies dans le plan stratégique Oser ensemble. Le graphique que vous voyez présentement, c'est pour vous démontrer que la majorité des investissements de l'arrondissement est faite afin de protéger les équipements existants pour 2022. Notre capacité d'emprunt nous demande des efforts importants afin de consacrer des sommes au développement. Nous travaillons à trouver d'autres sources de financement, d'aide financière afin d'augmenter le développement de nouvelles installations. Pour 2022, il y a 69 % de notre programme décennal d'immobilisation qui est prévu pour la protection de nos actifs et 31 % pour le développement. Je vous dis qu'on travaille à trouver des sources autres de financement, entre autres pour les projets du centre sportif et le projet du terrain de football du parc Henri Bourassa. Un des projets qui est amorcé et qui est prévu, dont l'ouverture est prévue pour 2025, il s'agit de la bibliothèque Espace culturel du Cœur nomade, qui est une bibliothèque interarrondissement avec nos voisins de Huntsic-Cartierville. Donc, on travaille bien sûr sur des projets majeurs. Donc, on s'efforce de mettre en place tous les éléments
afin de mener à bien ces projets. Et ça conclut ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cardin. Vous avez sûrement compris que malgré tous nos efforts pour améliorer nos services et notre performance, il est vraiment évident que les trop faibles transferts de budget qui nous sont consentis par la Ville-Centre nous appauvrissent. De plus en plus, ils nous tirent vers le bas, littéralement. L'arrondissement de Montréal-Nord doit composer avec des budgets annuels de fonctionnement et d'immobilisation nettement insuffisants qui limitent la livraison de services de proximité et le développement d'infrastructures pour la population. Les conséquences sont directes et néfastes sur le devenir social et économique de Montréal-Nord. La situation ne pourra pas durer ainsi encore bien longtemps. Nous allons continuer à nous battre pour augmenter ces transferts de la Ville de Montréal. Nous serons coriaces et tenaces car nous avons la conviction que nous subissons un traitement injuste et inéquitable. Vous pouvez compter sur nous pour vous représenter devant l'administration centrale. D'ailleurs, c'est bien connu, ici à Montréal-Nord, nous recevons moins d'argent par habitant que les autres arrondissements. Comment peut-on justifier ça, sachant qu'ici, les besoins sont immenses et même criants? Ça se compte en millions et ces millions, nous irons les chercher. En 2021, les arrondissements de Montréal ont reçu en moyenne 378 par citoyen en transferts centraux. Montréal-Nord a reçu pour sa part 356 par citoyen, donc un écart de 22 en moins par citoyen nord-montréalais. Et ça représente 1,9 million de dollars. Et là, je tiens à le répéter, 1,9 million de dollars. Autant d'argent pour nous éviter de puiser dans nos surplus pour équilibrer nos budgets. 1,9 million pour soutenir nos partenaires communautaires économiques. 1,9 million pour aider nos actions en sécurité publique. 1,9 million pour multiplier nos mesures en apaisement de circulation et 1,9 million pour l'entretien de nos parcs, les espaces verts, pour plus d'équipements de sport et de loisirs. 1,9 million pour des services pour nos jeunes, nos aînés, nos familles. Alors, vous voyez, en fait, pour illustrer ce fait, cette année, notre budget total a augmenté de 3 mais les transferts centraux, eux, ont diminué pendant la même période. Vous comprendrez que ça doit changer et c'est maintenant intenable pour nous. À titre d'exemple, lors de la dernière campagne électorale, la mairesse Valérie Plante et son candidat à la mairie de l'arrondissement nous ont promis la construction d'un centre sportif pour lequel nous avons amplement démontré nos besoins au cours des dernières années. Toute la communauté a fait valoir à quel point nous avons besoin de cet équipement à Montréal-Nord. Nos familles, nos aînés, nos jeunes attendent cette installation depuis trop longtemps. Encore une fois, vous pouvez compter sur nous pour faire entendre vos voix au sein du conseil municipal et pour talonner la mairesse sur cette promesse. J'en fais d'ailleurs un engagement personnel. Non seulement nous avons besoin d'un centre sportif, mais une fois qu'il va être construit, la Ville doit nous fournir les fonds pour son fonctionnement au quotidien. En principe, les transferts budgétaires doivent tenir compte des coûts d'exploitation de ce type d'équipement, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, la vérificatrice générale de la Ville de Montréal a même reconnu dans son rapport annuel 2020 que le processus budgétaire était inéquitable pour les arrondissements et que la Ville devait ajuster ses transferts en fonction de la réalité des arrondissements sur le terrain. Je le répète, là, la réalité sur le terrain des arrondissements. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la ville qui n'a pas compris que quelle était la réalité de Montréal-Nord? Et je tiens à la citer, la vérificatrice. Elle dit: nous recommandons à la direction générale de revoir la méthode utilisée pour répartir les transferts centraux aux arrondissements afin de s'assurer qu'elle permet encore d'allouer les budgets de manière équitable selon les compétences qui leur sont dévolues et de répondre aux exigences de la Ville de Montréal en matière de qualité et de niveau de service aux citoyens. Je pose alors la question: quand la Ville de Montréal répondra-t-elle à la vérificatrice pour corriger cette situation intenable et inéquitable? Quel plan d'action et quelles mesures mettra-t-elle en place? Nous aimerions que la maire restante réponde à cette question. À brève échéance, nous ne pourrons plus siphonner nos surplus comme nous le faisons actuellement, tout simplement parce qu'il n'y en aura plus. Le dépôt d'un budget, c'est capital. C'est l'outil qui nous permet de pouvoir réaliser nos engagements, ceux qu'on a proposés à vous, les citoyens, lors de l'exercice démocratique que constituent les élections municipales. Un budget permet de planifier les services auxquels vous avez droit. Vous avez droit d'ailleurs aux mêmes services et aux mêmes équipements que les autres citoyens de Montréal. Pourquoi à Montréal-Nord n'avons-nous pas de piscine publique accessible le jour? Pourquoi n'avons-nous pas de vrais gymnases et de salles de sport accessibles le jour? Nous utilisons les équipements sportifs des écoles du centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île quand ils sont disponibles. Vous pouvez compter sur nous pour vous faire entendre et vous représenter avec tout le cœur et toute la passion que vous nous connaissez. Je réitère aussi mon engagement et celui de mes collègues à travailler avec vous, à vous consulter et à prendre vos commentaires en considération afin qu'ensemble, nous puissions continuer de former une communauté unie et faire de Montréal-Nord un arrondissement paisible et sécuritaire où il fait bon vivre, s'instruire, travailler et se divertir. Un Montréal-Nord que nous méritons, auquel nous rêvons toutes et tous. Je tiens à vous remercier très sincèrement de votre écoute
Et je vais tantôt demander à mes élus, en fait aux élus, j'avais demandé aux élus, voilà, de voter en fonction de ces budgets, ces 2 budgets, là, autant le budget de fonctionnement que le plan décennal d'investissement. Mais avant cela, nous accueillerons les questions des citoyens. Donc, à partir de maintenant, vous avez une période d'environ 30 minutes, il est 20 heures, donc jusqu'à 20h30 pour pouvoir transmettre vos questions en lien avec le budget. Et bien entendu, ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, pour l'instant, en fait, je vais céder le micro à M. Aplogan pour la suite du déroulement du conseil. Merci, Madame la mairesse. Donc, nous allons reprendre avec la séance ordinaire. Vous pouvez appeler le point concernant la période des questions, notamment le dépôt des pétitions. Excellent. Donc, on y va donc avec le 10.03. 10.03, dépôt de pétition. Donc, M. Aplogan, à moins que je ne m'abuse, on a 3 pétitions qui sont déposées ce soir. Effectivement. Parfait. Est-ce que c'est vous qui les nommez ou vous souhaitez que je le fasse? C'est Madame Bergeron qui va s'en occuper. Parfait. Excellent. Donc, Madame Bergeron, vous pouvez y aller. Oui, alors ce soir, Madame la mairesse, nous avons 3 dépôts de pétitions, en fait un dépôt de 3 pétitions. La première pétition a été transmise par Kesnel Camo de l'avenue des Violettes. C'est une pétition de plusieurs résidents de cette avenue-là concernant un problème de vitesse. Nous, les résidents de l'avenue des Violettes, propriétaires et locataires, réclamons de la Ville de Montréal et de l'arrondissement par leurs services concernés qu'ils envoient une équipe installer des panneaux réducteurs de vitesse sur l'avenue des Violettes. À défaut de l'installation de dos d'âne, 2 panneaux de 30 km/h, dont un au coin de la rue des Narcisses et un juste au sud de la rue des Chrysanthèmes, ainsi qu'un panneau obligation de tourner à gauche au coin des rues des Violettes et des Chrysanthèmes serait très apprécié de plusieurs d'entre nous qui constatons avec inquiétude l'augmentation des cas de speeding sur l'avenue des Violettes. Parfait. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Donc, merci à monsieur ou madame, en fait, Kesnel Camo là, pour le dépôt de cette pétition. Comme vous avez pu l'entendre dans la présentation qu'on a fait pour le budget, l'apaisement de la circulation est définitivement dans nos priorités actuellement. Donc, votre dossier va être envoyé à nos équipes pour analyse. Et également, on pourra vous contacter pour pouvoir, entre autres, transmettre vos informations via le formulaire là, qui est en voie d'être adopté bientôt pour que vous puissiez remplir les documents comme il se doit, en fait, les documents qui sont prévus pour ce type de situation-là, pour que par la suite, on puisse aller de l'avant. Donc, pour cette pétition, ce serait, donc, Mme Bergeron, elle va pouvoir être déposée, c'est ce que je comprends. Oui, c'est bien ça. Super. Donc, on peut passer à la suivante. Oui, la suivante a été transmise par Pierre Guérol de l'avenue Allard. C'est une pétition de plusieurs résidents de l'avenue Allard concernant un problème de vitesse. Donc, nous, les résidents de l'avenue Allard à Montréal-Nord, nous demandons à l'arrondissement d'installer 2 ralentisseurs de vitesse entre les rues Marie-Victorin et Bonneville dans la courbe à côté de l'église Emmanuel afin d'obliger les véhicules à diminuer leur vitesse pour éviter des accidents comme il y en a déjà eu plusieurs au cours des 30 dernières années. Alors, merci beaucoup, Mme Bergeron, pour la lecture. Donc, M. Guérol, on a eu l'occasion d'échanger ensemble dans les dernières semaines. Et puis, je tenais vraiment à vous remercier, en fait, pour cette pétition. Comme je le mentionnais pour la pétition précédente, elle va être transmise à nos équipes pour analyse, pour qu'on puisse également voir la suite par rapport aux différents formulaires qui doivent être maintenant utilisés, qui le seront très prochainement pour la suite des choses. Donc, merci infiniment et puis on va certainement se donner des nouvelles pour la suite. Donc, merci, Mme Bergeron. Vous pouvez passer à la dernière. Oui, la dernière a été transmise par Hélène Kling. C'est une pétition de plusieurs résidents de l'avenue Allard concernant l'église Emmanuel qui est située au 65-50 boulevard Maurice Duplessis. Bonjour, j'espère que vous prendrez cette plainte sérieusement, s'il vous plaît. Depuis que ça a changé de propriétaire, l'église est devenue une nuisance constante pour les résidents avoisinants. Ils font des réunions quasiment toutes les soirées qui se terminent souvent entre 11h30 en soirée, allant parfois jusqu'à 2h du matin. Donc, toutes ces voitures, souvent allant de plus de 30 personnes qui font partir leur auto avec leur démarreur à distance et de plus discutent dans le stationnement. Sans le port du masque, en bout de ligne, ils n'ont pas de respect et se croient au-dessus des lois. Ils ne se gênent pas pour menacer verbalement les gens qui empruntent le stationnement pour traverser à pied ou en vélo, leur disant que c'est un terrain privé et qu'ils vont appeler la police.
mais eux, ils font déneiger leur stationnement à 3 heures du matin, installent des lumières qui entrent partout dans mon appartement. J'ai dû mettre des cartons dans mes fenêtres. J'ai demandé gentiment, mais je ne crois pas que ça va changer quelque chose. Merci de soutenir notre pétition. Votre assistance serait grandement appréciée. Je demeure à votre disposition si vous avez besoin de plus d'explications. Les 4 principaux motifs donc de la pétition. Premièrement, l'éclairage excessif installé dans le stationnement arrière et à la porte d'entrée vis-à-vis la rue, qui reflète dans les fenêtres avoisinantes ainsi que les cours arrière et les balcons avant. Ça aveugle les automobilistes, risque d'accident. Nous demandons de repositionner de façon à ce que ça n'empiète pas sur les résidences avoisinantes. Nous demandons de régler les capteurs de mouvement seulement et réduire l'intensité ou réinstaller l'éclairage pour qu'ils fassent face à leur bâtiment. Deuxièmement, cesser le déneigement nocturne après 11 heures en soirée et avant 7 heures le matin. Troisièmement, cesser le flânage dans le stationnement après 11 heures le soir. Et finalement, quatrièmement, aux membres de l'Église, ils demandent d'utiliser leur stationnement privé durant les célébrations et non les places des résidents de l'avenue Allard. Excellent. Donc, merci beaucoup, Mme Bergeron. Donc, en fait, j'avais pris connaissance là, de votre message. Donc, c'est Mme Klein. Je vais tenter de vous contacter dans les prochains jours pour qu'on puisse échanger ensemble et on pourra voir par la suite comment on va justement s'assurer que la situation soit plus agréable dans votre secteur. Donc, merci infiniment pour votre pétition. Alors, donc, on a passé maintenant le 10.03. Donc, on va pouvoir passer à la suivante, donc 10.04, qui est la période de questions du public. Alors, pour cette période de questions, en fait, Mme Bentala, je vous demanderai de retirer le PowerPoint pour qu'on puisse me voir à l'écran. Je pense que ce sera préférable pour la suite. On pourra le remettre lorsque ce sera terminé. Alors, donc, pour les questions, juste un instant, je vais juste m'assurer d'avoir les bonnes. Donc, la première question donc, de M. Boyle. Oui, alors, M. Boyle, dans le fond, sa question concerne une activité inhabituelle dans un salon de coiffure de type barbier. Monsieur demande, dans le fond, à qui dois-je adresser ma demande de signaler une activité inhabituelle chez un coiffeur, un salon de barbier. Donc, le magasin n'a pas d'activité pendant la journée que le citoyen a remarqué, mais le soir, il y a des dizaines de personnes qui entrent et qui vont à l'arrière du bâtiment. Il a aperçu à travers la fenêtre une porte donnant sur une pièce avec beaucoup de tables de style restaurant. Il croit qu'il y a l'opération d'un restaurant sous la bannière d'un salon de coiffure de type barbier. Excellent. Donc, concernant ce dossier, en fait, le dossier va être transmis à M. Vaillancourt pour qu'il puisse avoir un suivi au niveau de nos inspecteurs. M. Vaillancourt, est-ce que vous souhaitiez apporter d'autres éléments à la discussion? Non, c'est complet. Nous, M. Boyle se demandait à qui l'adresser. Ben, finalement, on l'a entre les mains Parfait. suite à la question qui est déposée au conseil. Donc, on va traiter la demande en bonne et due forme. Excellent, merci beaucoup. Donc, on va passer à la question de Miki Sugisaka. Oui, alors ça concerne une fête chez les voisins. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit pendant la nuit, mais il n'y a pas assez de règles pour aider les gens qui ont des voisins bruyants. J'ai besoin de dormir. Pouvez-vous faire quelque chose? Donc, en fait, merci beaucoup pour votre question. Donc, en période en dehors des périodes de travail de nos employés de l'arrondissement, donc en soir et en fin de semaine, ça a été entendu, en fait, que c'était le SPVM qui doit se charger de l'application du règlement sur le bruit. Donc, pour la suite, je vais céder la parole à M. Lavallée, l'inspecteur du poste de quartier 39, qui aura certainement une information pour vous. En effet, si vous avez des voisins qui vous incommodent avec le bruit, il faut faire, si c'est une urgence, c'est toujours le 911. Ça dépend de l'intensité du bruit puisque vous entendez. Sinon, c'est du 280-2222. Les policiers vont se rendre sur les lieux. Vous pouvez indiquer le genre de traitement que vous souhaitez avoir dans votre appel. Par exemple, si vous voulez que ce soit un appel confidentiel sans que les policiers aillent vous rencontrer, vous pouvez l'indiquer. Il y a des gens qui préfèrent ça. Il y a des gens qui veulent aussi que les policiers appellent au téléphone pour parler avec vous, qui serez le plaignant dans ce cas-là. Alors, il ne faut pas se gêner pour le faire. Évidemment qu'il ne faut pas non plus avoir des
des attentes démesurées parce que si, par exemple, il y a des enjeux ailleurs sur le territoire, il est possible qu'il y ait un certain délai de traitement. Ça, malheureusement, ça fait partie du travail. Là, on a des priorités, sont classées par ordre de priorité. Mais c'est certain que si vous faites un appel et que vous demandez à ce que les policiers vous appellent, ils vont le faire. On a aussi un mécanisme qui fait en sorte qu'après un certain délai, on appelle nos citoyens plaignants. Quand on n'a pas le temps de répondre rapidement aux demandes, on les appelle. C'est le superviseur qui le fait. On s'excuse puis on s'assure de voir comment la situation a évolué. Et au-delà de ça, bien, il pourrait y avoir une prise en charge. Si, par exemple, le problème est récurrent, bien, il pourrait y avoir une prise en charge par nos agents socio-communautaires, par exemple, qui pourraient voir s'il n'y a pas un enjeu de santé mentale ou autre. Alors, dans le fond, ce que je vous dis, c'est que vous avez plusieurs possibilités de traitement de notre part. Il faut évidemment que ça passe par un appel. Puis, vous pouvez aussi demander c'est quoi le service que vous aimeriez avoir. Si, comme je vous dis, vous pensé qu'il y a un enjeu de santé mentale, bien, à ce moment-là, vous pouvez demander à ce qu'on vous rappelle de jour entre telle heure et telle heure. Voilà, c'est le complément d'information que je donnais. C'est sûr que tous les appels sont importants. Les appels de bruit, on sait ce que ça a comme impact sur la santé chez les gens. Alors, n'hésitez pas. Puis, si vous n'avez pas, si le service n'est pas rendu rapidement, on s'en excuse à l'avance, mais je peux vous dire que si ça se reproduit, rappelez. Voilà. Merci beaucoup, M. Lavallée, pour l'intervention. Donc, je vais poursuivre avec la prochaine question qui est de, juste un instant, donc de Stéphane Gros. Madame Bergeron? Oui, Monsieur Gros mentionne et pose sa question. J'ai fait sur ma rue des lignes pour délimiter le stationnement car les gens se stationnaient de façon inadéquate. Les visiteurs de la mosquée, les clients du dépanneur, etc. L'arrondissement m'a demandé de les effacer. J'aimerais donc que l'arrondissement s'occupe de faire des lignes sur les rues pour délimiter les cases de stationnement sur rue dans des secteurs problématiques. Alors, merci beaucoup pour votre question, Monsieur Gros. Donc, pour l'instant, en fait, je vous dirais qu'on a fait certaines vérifications auprès de nos équipes. Il semblerait qu'à la Ville de Montréal, il n'y a pas d'emplacements qui sont euh, délimités là, tel que ça a été fait sur votre rue pour séparer finalement les emplacements de stationnement. Donc, dans ce contexte-là, c'est certain que nous, c'est quand même un enjeu qu'on a à vérifier. Je suis très sensible à ce que vous vivez parce que ça fait partie d'ailleurs des préoccupations de d'autres citoyens ailleurs sur le territoire qui nous ont partagé, entre autres dans les dernières semaines. Et puis, c'est d'ailleurs dans tout cet état d'esprit qu'on est en train de réfléchir et d'analyser, en fait, avec nos équipes. On en a parlé quand il y avait la présentation du budget pour, entre autres, amener les vignettes pour faire en sorte que ça puisse délimiter plus facilement certaines zones pour les citoyens de certains des résidents en fait sur ces rues spécifiquement-là. Donc, ça fait partie des réflexions. Néanmoins, on va pouvoir analyser en fait la demande que vous avez faite, à savoir si c'est possible. Pour l'instant, on semble me dire que non, mais néanmoins, on va l'analyser. Donc, ce sera un dossier à suivre certainement. Par la suite, nous avons une question de Mme Juliane Moreau. Oui, la question de Mme Moreau, en fait, concerne 3 promesses faites en campagne électorale. Premièrement, reconfigurer, apaiser et sécuriser le secteur Gouin-Épineuf. Deuxièmement, reconfigurer et sécuriser les rues de la route verte. Et troisièmement, rénover et améliorer le parc Pilon. Elle souhaite que vous précisez les rues qui encadrent ce que vous appelez le secteur du boulevard Gouin-Épineuf. Pour ces 3 promesses, que sera-t-il fait précisément et quand cela sera fait? Début de ces changements et échéanciers. Alors, merci beaucoup, Madame Moreau, pour votre question. En fait, comme vous avez mentionné, en fait, que vous avez suivi nos engagements électoraux pendant la campagne électorale, vous comprendrez que je suis très heureuse de voir que la campagne électorale vous a intéressé et que vous avez pu suivre, en fait, tous les éléments démocratiques qui se sont déroulés dans les dernières semaines. En ce qui concerne l'apaisement de la circulation, on en a parlé amplement depuis le début de la rencontre, également dans la présentation du budget. Ça fait partie des priorités. Et puis, pour l'instant, en fait, vous comprenez qu'il y a des étapes à franchir et puis, il y aura certainement un processus, en fait, il y a un processus déjà qui est en cours, mais il y aura certainement des consultations qui seront faites avec les citoyens. On va également pouvoir amener d'autres informations en cours de route. Nos équipes s'attellent vraiment actuellement dans tout ce dossier-là. C'est dans une de nos priorités pour le moment. Donc,
en temps et lieu, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez être mis au courant de la suite des choses. Je vois également que dans votre préambule, vous avez fait mention du parc Pilon. On en a parlé également dans la présentation du budget. Donc, avec le plan directeur des parcs, le parc Pilon fait partie des priorités. On comprendra que c'est un grand parc, donc on en aura pour plusieurs années avant de s'assurer d'avoir fait tout le travail, en fait, pour cet espace-là. Mais un peu comme il s'est passé, en fait, pour le parc Aimé-Léonard. Donc, ça va probablement être par phase, là, question de respecter notre capacité d'emprunt pour pouvoir faire ce type d'investissement, mais également pour faire en sorte de réaménager ça vraiment de façon subséquente. Donc, le parc Pilon est certainement dans nos priorités et puis l'administration est déjà en train de travailler tranquillement en arrière-scène, bien entendu. Et bientôt, on sera à des étapes où les citoyens seront mis à contribution, justement, pour pouvoir identifier les grands besoins dans cet espace-là. Et juste en face, vous l'avez probablement entendu, il y aura la mini-forêt aussi qui a été choisie, en fait, dans le budget participatif de la Ville de Montréal. Donc, on en est très, très fiers. Donc, c'est des étapes qui vont se procéder dans les prochaines années. On doit comprendre aussi qu'on est en début de mandat, il y a 4 ans devant nous. Et en ce qui concerne l'espace au coin de Gouin et de Pineuf, il y a également les travaux qui sont toujours en cours au niveau du pont et au niveau du SRB. Et bien entendu, les démarches qu'on fera seront faites de façon concomitante avec ces travaux-là. Donc, je tiens à vous remercier pour votre question. Est-ce que c'était la... Ah, il reste une seule question, donc de Giuseppe Rossiano. Oui, effectivement. Donc, ça concerne la reconfiguration de la rue Montjoly et de l'avenue du Parc-Georges. Il mentionne l'adoption du scénario 1, le sens unique de la rue Montjoly, direction Saint-Michel, ainsi que l'inversion du sens unique de la rue Parc-Georges entre Montjoly et Industriel. Sa question, pourquoi inclure l'inversion du sens unique de la rue Parc-Georges entre Montjoly et Industriel dans le scénario 1 qui sera prochainement adopté? Le statu quo fonctionne présentement. Cela désavantage les résidents qui habitent sur Parc-Georges entre Montjoly et Fleury, les limitant avec une seule alternative de sortie versus 3 auparavant, en plus de congestionner considérablement une rue déjà beaucoup sollicitée. Merci beaucoup pour votre question. En fait, c'est donc M. Rossiano. Alors, pour répondre à votre question, comme c'est un sujet qui est toujours en cours au niveau de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, je vais demander à M. Vaillancourt de pouvoir faire le point sur ce dossier. En fait, merci pour la question, M. Rocciano. Évidemment, je comprends votre point de vue. Nous, avec l'équipe mobilité, le dossier étant, évidemment, là, les gens ont participé de façon assez importante, mais à l'espèce de sondage qui a été fait sur le territoire, qui est un territoire assez grand et qui incluait aussi des répondants du Parc Georges. Mais ce que je vous dirais pour vous rassurer, c'est sûr qu'il y a des effets qui vont probablement être vécus lorsque le changement de sens va être installé. Il ne sera pas installé d'un matin parce que la décision va devoir passer au conseil d'arrondissement du mois de décembre. Mais nous, de toute façon, lorsqu'on implante ça, on va faire des mesures ou du suivi sur le terrain avec des comptages. On va essayer de vérifier s'il y a une densité plus grande de circulation, s'il y a des problèmes de congestion à différents endroits. Puis on va aussi faire du comptage de vitesse parce qu'on veut s'assurer en même temps qu'on n'engendre pas un nouveau problème avec des vitesses excessives de circulation avec l'arrivée d'un sens unique. Donc, tous ces éléments-là vont repartir d'un tout. Puis, on est toujours ouvert à des ajustements ou des modifications quand on aura fait l'analyse de ces données-là suite à l'implantation du sens unique. Donc, on va rester en contact avec vous pour faire le suivi, puis on verra ensemble s'il y a des enjeux plus particuliers. Excellent. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, comme on a terminé la période de questions, donc juste un instant, je vais me retrouver donc, pour la période de questions du public. Donc, c'est terminé. Alors, on avait prévu revenir tout de suite en séance, mais M. Plogan, je suggère qu'on poursuive la séance ordinaire jusqu'à 8h30, vu qu'il est un peu plus tôt, si vous me le permettez. Parfait, Madame la mairesse. Il vous est demandé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 9 septembre 2021 à 14h30 et le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 21 septembre 2021 à 19h. Un proposeur, s'il vous plaît. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Je propose.
Bon, mais j'appuie alors. Alors, j'ai une proposition de M. Sari, appuyée par M. Poirier. On passe maintenant au 1006. 1006. Déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 septembre 2021. Un proposeur. Ça me prend un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sari. Donc, j'annonce maintenant le 2001 à 2003. 2001. Adjugé à Construction Capaïque, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 697 881,58 $, taxes incluses, un contrat pour des travaux de construction de saillies de trottoir, aménagement d'entrées charretières et reconstruction de sections de trottoirs sur différentes rues de l'arrondissement, autoriser une dépense de 48 841,72 $, taxes incluses, pour les contingences, autoriser une dépense de 65 200 $, taxes incluses pour les incidences, et autoriser une dépense totale de 811 933,30 $. 2002. Adjugé à Construction Larco Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 354 585,77 $, taxes incluses, un contrat pour le remplacement des revêtements de plancher de la bibliothèque Henri Bourassa et autoriser une dépense de 28 366,86 $, taxes incluses, pour les contingences, une dépense de 5 748,75 $, taxes incluses, pour les incidences et pour une dépense totale de 388 701,38 $. 2003. Adjugé à Global Usufruit Corporation Inc., seul soumissionnaire conforme au montant de 113 233,10 $, taxes incluses, un contrat pour la fourniture et l'installation de nouveaux mobiliers de bureaux pour le réaménagement des locaux administratifs de la Direction de la Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement social, contrat 1090, et autoriser une dépense de 3 397 $, taxes incluses, pour les contingences. Autoriser par ailleurs une dépense de 32 078,03 $, taxes incluses, pour les incidences, pour une dépense totale de 148 708,11 $. Je propose. Parfait. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle les 2004 à 2006. 2004. Autoriser la prolongation du contrat 17 783 adjugé à Prodigium Production Jeunesse au montant maximal de 126 258,89 $, taxes incluses, pour la fourniture de la main-d'œuvre technique pour les événements culturels et spéciaux à l'arrondissement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 inclusivement. 2005. Approuver le projet de contrat de service modifié avec la coop de solidarité Éconord dans le cadre de la gestion des jardins communautaires, l'aménagement des ruelles vertes ainsi que divers projets pour les années 2021, 2022 et 2023. 2006. Approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue avec la musique aux enfants pour le projet La musique aux enfants, un projet structurant pour la petite enfance au cœur de Montréal-Nord. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Thermidor. J'appelle maintenant le 2007 à 2009. 2007. Accorder des contributions financières totalisant 35 062,50 $ aux écoles primaires et secondaires publiques de Montréal-Nord pour la tenue des activités parascolaires pour l'automne 2021 dans le cadre du plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse. 2008. Accorder une contribution financière totalisant la somme de 35 000 $ à Rond-Point Jeunesse au Travail, Carrefour Jeunesse Emploi, Bourassa Sauvé, afin de soutenir le projet Escouade radioactive pour la période du 1er septembre 2021
au 30 juin 2022 dans le cadre de l'édition 2021-2022 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans et approuver le projet de convention à cet effet. 2009, accorder une contribution financière de 2 500 $ au conseil particulier Saut-au-Recollet, Société Saint-Vincent de Paul Sainte-Colette, dans le cadre du projet d'aide d'urgence destiné aux personnes et familles défavorisées pour l'année 2021. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 2010. 2010, accorder une contribution financière de 2 300 $ aux fourchettes de l'Espoir pour la tenue du projet de l'Espoir à sa table qui aura lieu le 24 décembre 2021. Je propose. J'appuie. Je déclare intérêt au point 20.10. Je déclare également intérêt au point 20.10. Alors, donc, c'est proposé par M. Sarry et appuyé par M. Thermidor et M. Poirier et également Mme Rossi déclarent intérêt au 2010. J'appelle le 2011. 2011, accorder une contribution financière de 1 500 $ à Entre Parents de Montréal-Nord pour la tenue du projet Fête de Noël pour les familles qui aura lieu le 17 décembre 2021. Je propose. J'appuie. Et de mon côté, je déclare intérêt. Donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier et Mme Black déclare son intérêt au 2011. J'appelle maintenant le 30-01 à 30-03. 30-01, approuver et déposer les rapports mensuels au 31 août 2021 et au 30 septembre 2021. 30-02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 31 août 2021 et au 30 septembre 2021. 30-03, autoriser une dépense de 337 957,52 $, taxes incluses, auprès de Compass Minerals Canada Corporation pour la fourniture et la livraison de sels réguliers de déclassage des chaussées et des trottoirs pour la saison hivernale 2021-2022, conformément à l'entente cadre intervenue entre la Ville de Montréal et cette entreprise. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 30-04 à 30-06. 30-04. Autoriser une dépense supplémentaire de 111 611,19 $, taxes incluses, à 2633-2312 Québec Inc., aménagement Pavatec Artier Construction, dans le cadre du contrat 1073 pour les travaux d'aménagement paysager et d'éclairage extérieur du site de la maison Brion-dit-Lapierre, en raison notamment des frais liés à l'excavation plus importante et la disposition sécuritaire de sols contaminés. 30-05, autoriser une dépense supplémentaire de 77 561,17 $, taxes incluses, à titre de contingence à Axe Construction Inc., dans le cadre du contrat 1053 pour la construction d'une scène musicale extérieure et l'agrandissement du chalet de parc Aimé-Léonard. 30-06, entériner une dépense supplémentaire de 7 427,82 $ au Club de natation de Montréal-Nord dans le cadre de la prolongation de la programmation à la piscine Henri Bourassa pour la saison estivale 2021 qui s'est terminée le 6 septembre 2021. Je propose. J'appuie. C'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarry. Je vois l'heure qui avance. Je propose qu'on fasse quand même les 30-07 à 30-09 et par la suite, on pourra revenir aux séances extraordinaires. Parfait, Madame la mairesse. 30-07. Autoriser l'émission d'un chèque de paiement de 30 707,43 $ relatif au jugement rendu le 26 août dernier, puis rectifié le 22 septembre 2021 et aux mémoires des frais dans l'affaire Jean Roy et Carole Bélanger-Roy et boutique au quai 2000 contre la Ville de Montréal et Provoca Inc. 30-08. Autoriser les travaux de peinture à la galerie de l'immeuble de la maison Brion-dit-Lapierre, tout en respectant les produits à utiliser inscrits au manuel d'entretien remis lors des travaux de restauration en 2011. 30-09.
accepter l'offre du conseil municipal, conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, concernant la prise en charge par le Bureau de la transition écologique et de la résilience, la gestion des permis ainsi que la gestion de registres d'utilisation des pesticides en lien avec l'application du règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides, règlement 21-041. Je propose. J'appuie. Donc, proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. Donc, pour la suite, en fait, à cette étape-ci, on va suspendre le conseil ordinaire pour se rendre au conseil sur le budget. Alors, M. Aplogan, donc, on va réouvrir la séance extraordinaire sur le budget. Parfait. Au point 10.03, donc c'est la période de questions du public et je tiens à informer, à moins que je ne me trompe, Mme Niazarek, nous n'avons pas reçu de questions de la part du public. Il n'y a aucune question qui n'est rentrée pendant les 30 minutes. Bon, alors, c'est ce qui termine le 10.03. Donc, on va passer tout de suite à ce moment-là au 30.01 de la séance extraordinaire sur le budget, M. Aplogan. Il vous est demandé, Madame la mairesse, d'approuver de transmettre le budget de fonctionnement 2022 pour l'arrondissement de Montréal-Nord. Je propose. J'appuie. Alors, donc, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. J'appelle donc le 30.02. 30.02, approuver et transmettre le programme décennal d'investissement, exercice 2022-2031 de l'arrondissement de Montréal-Nord. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. On arrive donc à 70.01, qui est la levée de la séance. Donc, le budget est je vais le dire. Donc, le budget est officiellement adopté, de même que le programme décennal d'investissement. Alors, merci à mes collègues. On va donc retourner à la séance du conseil ordinaire pour poursuivre, en fait, avec le 30-10 à 30-11. 30-10, reconduire la reconnaissance et le soutien des organismes suivants: Impulsion Travail, les Fourchettes de l'Espoir, le Centre des jeunes L'Escale de Montréal-Nord, un itinéraire pour tous, Mouvement Jeunesse Montréal-Nord, Café Jeunesse Multiculturel, et la Corporation de développement économique de Montréal-Nord, à titre de partenaire de mission partagée, de l'Escadron 801, de nos jeunes à cœur, à titre de partenaire de mission complémentaire, pour la période de novembre 2021 à décembre 2022. 30.11, approuver la reconnaissance de l'organisme Ensemble Tonique à titre de partenaire privé pour la période de novembre 2021 à octobre 2022. Je propose. J'appuie. Et je déclare intérêt au point 30.10. Pareillement, je déclare intérêt au 30.10. Alors donc, les deux points sont proposés par M. Sarré, appuyés par M. Thermidor et M. Poirier et Mme Rossi déclarent intérêt au 30-10. J'appelle le 30-12 à 30-13. 30-12, entériner une contribution financière de 500 $ à l'organisme Les Maisons de transition de Montréal, Inc., Maison Saint-Laurent, pour la tenue de leur soirée bénéfice qui a lieu le 18 novembre 2021, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. 30-13, autoriser une dépense de 500 $ auprès de la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac pour l'achat d'une publicité pour le concert de Noël du 1er décembre 2021, et ce, à même le budget de représentation des élus pour l'année financière 2021. Propose. Ça prend quelqu'un pour appuyer. Moi, je vais devoir déclarer intérêt au point 30-12. Dans ce cas-ci, j'appuie. OK, donc proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarré et M. Poirier déclare intérêt au 30-12. On arrive donc au 30-14. 30-14, autoriser le règlement hors cours 500-22-26-96-90-213 et autoriser le secrétaire d'arrondissement à signer tous les documents à cet effet. Je propose. Ça prend quelqu'un pour appuyer. J'appuie. Super. Donc, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarré. J'appelle maintenant le 40-01 à 40-04. 40-01.
donner un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 22-10-0001 sur les tarifs pour l'exercice financier 2022. 4002, donner un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 22-10-0002 sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2022. 4003, donner un avis de motion présenté et déposer le projet de règlement RGCA 22-10-0003 autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'éclairage de rue et de remplacement de lampadaires et pour des travaux de réfection de pavage et de trottoirs sur les rues locales. 4004, donner un avis de motion, présenter et déposer le projet de règlement RGCA 22-10-0004 autorisant un emprunt de 1 100 000 pour les travaux de réaménagement de parcs, espaces verts et pistes cyclables. Propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Rosset, appuyé par M. Stary. J'appelle donc le 4505 à 4007. 4005. Donner un avis de motion, présenter et déposer le projet de règlement RGCA 22-10-0005 autorisant un emprunt de 2 214 000 $ pour la construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement. 4006. Donner un avis de motion, présenter et déposer et adopter un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Montréal 04047 afin de modifier les paramètres de densité du secteur 15 C1 et afin d'établir ce secteur comme un secteur à construire, le tout permettant la construction de projets institutionnels. 4007. Déposer le procès-verbal de consultation écrite et adopter la résolution PP 037-1 afin de permettre la démolition, le lotissement et la construction de 4 bâtiments résidentiels multifamiliaux isolés, totalisant 32 logements sur le lot 1 845 549 du cadastre de Québec, le tout en vertu du règlement RGCA 11-10-0007 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sary. J'appelle donc le 4008 à 4009. 4008. Déposer le procès-verbal de consultation écrite et adopter la résolution PP 045-1 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de 10 étages au 10 155 boulevard P9, le tout en vertu du règlement RGCA 11-10-0007 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 4009. Déposer le projet verbal de la séance de consultation écrite et statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre l'installation d'un écran sonore avec structure et revêtement d'acier plutôt qu'un écran avec revêtement de finition en bois pour le 11 411 avenue Pelletier, le tout en vertu d'un règlement RGCA 02-10-0006 sur les dérogations mineures. Cette demande fait l'objet d'une consultation en conformité avec l'arrêté ministériel 2021-54. Je propose. J'appuie. Alors, donc, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sary. J'appelle le 4010 à 4012. 4010. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre l'agrandissement du bâtiment et l'ajout d'un étage pour le 10 802 avenue Pelletier, le tout en vertu du règlement RGCA 09-10-0006 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4011. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la modification de l'apparence extérieure du bâtiment et l'aménagement du terrain pour le 4865 boulevard Gouin, le tout en vertu du règlement RGCA 10-0006 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4012.
Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir approuver la modification au PIA et permettre la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un immeuble résidentiel de la classe J, multifamilial de 11 logements et plus, de 15 étages comprenant 72 logements au 3351 boulevard Gouin, le tout en vertu du règlement RGCA 09-10-0006 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. Ça prend quelqu'un pour appuyer. J'appuie sinon. J'appuie. Parfait. Donc, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari, 43 et 44. 43, permettre l'occupation permanente sur le domaine public, lot 1 174 625, de l'empiètement partiel d'un escalier desservant le bâtiment 6 au 10 342 et 10 344 avenue Lausanne, le tout en vertu du règlement RGCA 08-10-0007 relatif à l'occupation du domaine public. 44. Modifier la résolution CA 20-10-128 faisant suite au projet d'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 11 113 avenue Leblanc. Je propose. J'appuie. Madame la mairesse, on ne vous entend pas. Mon Dieu, excusez-moi. Alors, donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Thermidor. J'appelle maintenant les 5001 à 5002. 5001, nommer Madame Julie Massé à titre de bibliotechnicienne à la division des bibliothèques de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social en période d'essai de 6 mois et ce, rétroactivement à compter du 30 octobre 2021 en vue d'un statut permanent à cet emploi. 5002, titulariser M. Éric Bergeron à titre de peintre d'arrondissement à la division du soutien technique de la direction des travaux publics et ce, à compter du 27 novembre 2021. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi, le 5003 et 5004. 5003, titulariser M. Terence Barry à titre de chargé chauffeur opérateur d'appareils motorisés B à la division de la voirie et aqueduc de la direction des travaux publics et ce, à compter du 27 novembre 2021. 5004, titulariser M. Rodolphe Tremblay à titre de chauffeur opérateur d'appareils motorisés B à la division de la voirie et aqueduc de la direction des travaux publics et ce, à compter du 27 novembre 2021. Je propose. J'appuie. J'ai 2 appuyeurs. Donc, proposé par M. Sari, appuyé. On va prendre Philippe, par Philippe Thermidor, voilà. Ensuite, donc, juste pour être certaine, on est au 51. Voilà, donc 5101 à 5102. 5101, nommé Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement, et M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement d'Esprit Marie-Clarac, à titre de représentant de l'arrondissement au conseil d'administration de la CEDEC de Montréal-Nord. 5102, nommé M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement, président du comité consultatif d'urbanisme, et M. Abdelak Sari, conseiller de ville, comme président suppléant à compter du 23 novembre 2021. Ben, je préfère que ce soit Philippe qui propose, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est Constance, je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Thermidor et appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant les 5103 et 5104. 5103, nommé M. Abdelak Sari à titre de maire suppléant pour la période du 23 novembre 2021 au 30 juin 2022. 5104, recommander au conseil d'agglomération de nommer M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement district Marie-Clarac, à titre de représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'arrondissement du PME Montréal-Est de l'île. Je propose à titre de membre du conseil d'administration de PME Montréal, M. Poirier,
J'appuie. Super. Donc, c'est proposé par Mme Rosset, puis par M. Thermidor. Donc, c'est ce qui met fin au point du Conseil. On a quelques informations tout de même à vous partager concernant les activités culturelles. Mme Rossi, est-ce que vous pouvez y aller pour cette partie-là? Alors, l'exposition à la MCC et la bibliothèque Henri Bourassa, exposition 3. Il y a 3 expositions, je ne comprends pas trop. En tout cas, il y a le spectacle 0, c'est 0, Uno, Uno, 0, 14 jours et 12 nuits, éveil musical avec Lara Ostiti de la Joie, Sandre, Ghost, la liste de Noël, etc. Alors, c'est à voir toute la programmation des spectacles. Ateliers et conférences pour adultes Qigong, rencontres d'auteurs, espaces parents, livres humains, enjeux légaux de l'Alzheimer, les origines de Noël, les ateliers pour jeunes, Scientifine, espace F, j'apprends à jouer aux échecs, bouge et lis avec moi, jeux vidéo, Media Lab, heure de compte bilingue, cours de dessin, etc. Alors, vous trouverez toutes les informations sur le site Culture MN, tout en minuscule, culturemn.com et également sur montréal.ca/MTL Nord. Excellent, merci beaucoup. Donc, programmation, sport et loisirs. Monsieur Sarré, allez-y. Ben, pour les patins libres aux arénas Roland et Fleury, plusieurs types de plages horaires sont offerts, bien évidemment, dans nos 2 arénas pour tous, bien évidemment, enfants accompagnés ou adultes uniquement. En ce qui concerne les baignades libres à la piscine Henri Bourassa et Calix à la Vallée, les détails sont sur montréal.ca/Montréal Nord, MTL Nord. Merci. Excellent, merci beaucoup. Alors, la prochaine séance du Conseil d'arrondissement aura lieu le lundi 13 décembre 2021 à 19h. Elle sera probablement toujours en virtuel, du moins pour cette fois-ci. On est en train de réévaluer le tout en vue des premières séances pour 2022, en fait, pour le début de l'année, en espérant que la pandémie, ça pèse, en fait, qu'on ait l'occasion de pouvoir se revoir en personne. Sachez que c'est notre souhait le plus profond de pouvoir retourner en présentiel à la salle du conseil de la mairie de l'arrondissement. Alors donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir. À la prochaine.